Debbie Rowe, l'ex-femme de Michael Jackson et mère de ses 2 premiers enfants, a toujours préféré rester dans l'ombre, malgré un mariage ultra-médiatisé en 1996 avec le roi de la pop ou est non-pop, une erreur courante dans certains récits. Ce mariage, qui s'est terminé par un divorce en 1999, a suscité des questions brûlantes. Était-ce une histoire d'amour sincère ou une transaction motivée par l'argent, la publicité, ou le désir de Michael de devenir père? Dans ce script, nous rassemblons tous les commentaires révélateurs de Debbie Rowe sur sa relation avec Jackson, leur mariage, leurs enfants, les rumeurs de consommation de drogue, et les batailles juridiques pour la garde. Nous examinons également où en est Debbie Rowe aujourd'hui, en 2025, et ce qu'elle a partagé après toutes ces années. Préparez-vous à découvrir la vérité derrière les portes closes, à travers des interviews, des documents judiciaires et des témoignages vérifiés. L'histoire de Michael Jackson et Debbie Rowe commence bien avant leur mariage, en 1986, dans un contexte bien loin des projecteurs. Michael Jackson, alors au sommet de sa gloire après Thriller, 1982, l'album le plus vendu de tous les temps avec plus de 70 millions d'exemplaires, luttait contre des problèmes de santé graves. Diagnostiqué avec un lupus érythémateux disséminé, une maladie auto-immune affectant la peau et les organes, et le vitiligo, qui dépigmentait sa peau, Jackson vivait une période de vulnérabilité physique et émotionnelle. Ces conditions, souvent mal comprises par le public, alimentaient les spéculations sur son apparence, mais elles étaient bien réelles et exigeaient des traitements réguliers. C'est dans le cabinet du dermatologue renommé Arnold Klein, à Beverly Hills, que Michael rencontra Debbie Rowe. Née Deborah Jane Rowe le 6 décembre 1958 à Spokane, Washington, Debbie était issue d'une famille modeste, son père était militaire, sa mère femme au foyer. Après avoir déménagé à Los Angeles, elle travaillait comme assistante médicale, connue pour son professionnalisme et sa discrétion, des qualités indispensables pour traiter des patients célèbres. Lors des visites de Michael, Debbie l'accompagnait dans ses traitements, répondant à ses questions sur le lupus et le vitiligo avec patience et empathie. Michael, souvent isolé par sa célébrité, trouva en elle une confidente inattendue. Leur relation évolua rapidement en une amitié sincère. Michael, avec son sens du spectacle, envoyait à Debbie des souvenirs autographiés, posters, disques, vêtements de scène qu'elle exposait fièrement dans son bureau. Selon son amie proche Tonya Boyd, Debbie était complètement amoureuse de Michael Jackson. Elle confiait souvent, si les gens le connaissaient comme moi, ils ne le trouveraient pas étrange. Il est unique, un peu excentrique, mais c'est ce qui le rend spécial. Cette amitié s'étendit sur plusieurs années, marquée par des défis personnels pour les deux. En 1988, Debbie divorça de son premier mari, Richard Edelman, un mariage qu'elle décrivit comme une prison émotionnelle. De son côté, Michael partagea avec elle ses luttes amoureuses, notamment avec Lisa Marie Presley, qu'il épousa en 1994. Leur lien se renforça lors des accusations d'abus sur mineurs portées contre Jackson en 1993 par Jordan Chandler et sa famille. Ce scandale mondial ébranla Michael, mais Debbie resta à ses côtés, convaincue de son innocence. Elle témoigna plus tard, « Je savais qu'il était innocent. » Michael aimait les enfants d'une manière pure, comme un grand frère ou un père protecteur. Alors que le monde scrutait chaque mouvement de Jackson, Debbie gardait leur amitié discrète, même lorsque Michael épousa Lisa Marie Presley. Cette dernière, apprenant l'existence de Debbie, l'ignora d'abord, estimant qu'elle n'était pas le type de Michael en raison de son apparence ordinaire et de sa personnalité réservée. Cependant, les tensions dans le mariage de Michael et Lisa Marie s'accentuèrent, notamment autour d'un sujet crucial, les enfants. Michael rêvait de devenir père depuis son adolescence, une aspiration profondément enracinée dans son désir de créer la famille aimante qu'il n'avait jamais eue, sous l'emprise d'un père abusif, Joe Jackson. Lisa Marie, cependant, hésitait à avoir des enfants, ce qui devint une source de frustration croissante pour Michael. Lors de conversations nocturnes, Debbie répétait à Michael, « Si tu veux vraiment être père, je porterai ton enfant. » Cette offre, initialement amicale, prit une importance croissante à mesure que le mariage de Michael et Lisa Marie s'effritait. Dans une interview avec Playboy en 2010, Lisa Marie admit « J'étais consciente que Debbie avait des sentiments pour lui et voulait porter ses enfants. Cela a joué un rôle dans la dégradation de notre mariage. » Au début de 1996, après la séparation très médiatisée de Michael et Lisa Marie, Debbie tomba enceinte. Cependant, une fausse couche tragique en mars 1996 la laissa dévastée, craignant de ne jamais pouvoir avoir d'enfant. Michael, qui avait toujours exprimé son désir ardent de paternité, fut là pour la consoler,
renforçant leur lien dans l'ombre du public. Cette épreuve resta secrète, mais elle marqua un tournant dans leur relation. En septembre 1996, Michael lança sa tournée Mondial History, une entreprise colossale qui généra plus de 165 millions de dollars de recettes. Quelques mois après la finalisation de son divorce avec Presley, les tabloïds révélèrent une nouvelle explosive. Debbie Rowe était enceinte de l'enfant de Michael Jackson. Furieuse contre la portrayal médiatique, Debbie se plaignit « Ils nous font passer pour des monstres, comme si nous étions inhumains ». Pourtant, plusieurs rapports s'avérèrent exacts, notamment l'idée que Michael élèverait l'enfant seul et que la conception s'était faite par insémination artificielle. Dans une interview rare en 2003, Debbie confirma « Nous n'avons jamais eu de relation sexuelle. Nos enfants ont été conçus dans un cadre clinique. Ils m'ont inséminé, comme j'insémine mes juments pour la reproduction. C'était très technique. J'étais sa pur sang. » Ces déclarations alimentèrent les spéculations selon lesquelles leur relation était purement transactionnelle. Debbie cherchait la sécurité financière, Michael la paternité. Jackson démentit avec véhémence, ces accusations sont totalement fausses et irresponsables. Notre lien est basé sur l'amitié et le respect. Cependant, des documents judiciaires de 2002, déposés par l'ancien gestionnaire de Jackson, Mungo Lee, révélèrent des détails troublants. Debbie recevait un paiement mensuel de 15 000 $, ainsi qu'une maison de 1,3 million de dollars en 1997. Michael et Debbie ne vécurent jamais ensemble, Michael résidant à Neverland Ranch, son domaine de 1100 hectares en Californie, avec son parc d'attractions et ses animaux exotiques. Ce mode de vie, conçu comme un refuge pour Michael et les enfants qui l'accueillaient, contrastait avec la vie discrète de Debbie. La nouvelle de la grossesse atteignit Catherine Jackson, la mère de Michael, une témoin de Jéhovah fervente. Horrifiée par l'idée d'un enfant hors mariage, un écho douloureux de l'histoire de Joe Jackson, qui avait eu une fille illégitime, Giovanni, pendant son mariage, Catherine contacta Debbie. Elle insista sur l'importance du mariage dans leur foi et exhorta Michael, épouse cette gentille fille, Debbie, et donne un nom à ton enfant, pas comme ta pauvre demi-sœur. Michael, profondément affecté par la comparaison avec son père, reconsidéra l'arrangement initial, où Debbie devait être une mère porteuse et lui élever l'enfant seul. En novembre 1996, alors en tournée en Australie, Michael appela Debbie et lui demanda de le rejoindre à Sydney. À son arrivée, il annonça « Nous nous marions demain ». Le 15 novembre 1996, Michael Jackson et Debbie Rowe échangèrent leurs vœux lors d'une cérémonie intime à l'hôtel Sheraton au The Park, avec seulement 15 invités, dont le neveu de Michael, Anthony Jackson, âgé de 8 ans, comme témoin. La veille, Michael avait appelé Lisa Marie Presley pour obtenir sa bénédiction, un geste qui reflétait son besoin de maintenir la paix avec son passé. La presse fut impitoyable, qualifiant le mariage de faux ou de stratégique. Les fans étaient divisés, certains pleuraient la fin de leur fantasme romantique, d'autres soupçonnaient Debbie d'opportunisme. Une fan déclara « C'est un piège. Elle est enceinte. Ma vie est finie. » Michael défendit leur union, « Debbie et moi nous aimons pour toutes les choses que vous ne verrez jamais sur scène ou en photo. Je suis tombé amoureux de la personne belle, sans prétention et généreuse qu'elle est, et elle est tombée amoureuse de moi simplement parce que j'étais moi. » Le 13 février 1997, au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, Debbie donna naissance à leur premier enfant, Michael Joseph Jackson Jr. Surnommé Prince en hommage au grand-père et à l'arrière-grand-père de Michael. Le bébé connut des problèmes respiratoires mineurs, nécessitant 5 heures en soins intensifs, mais fut vite déclaré en bonne santé. Michael et Debbie coupèrent le cordon ensemble, mais Prince fut immédiatement emmené à Neverland avec Michael, tandis que Debbie se reposait chez une amie. Debbie ne revit son fils que 6 semaines plus tard, lors d'une session photo orchestrée pour la presse. Elle expliqua, s'attacher trop rendrait les choses plus difficiles. À Neverland, Prince était entouré d'une équipe de 6 nourrices et 6 infirmières, un luxe qui reflétait le style de vie extravagant de Michael. Une ancienne nourrice témoigna, Debbie jouait peu de rôle dans la vie de l'enfant. Je l'ai vue peut-être 3 fois, et elle semblait toujours morose. En novembre 1997, Debbie annonça une seconde grossesse. Le 3 avril 1998, elle donna naissance à Paris Michael Catherine Jackson, nommée en hommage à la ville où, selon Michael, elle avait été conçue. Michael raconta plus tard, avec son flair dramatique, « J'ai pris ma fille et je me suis précipité à la maison avec le placenta encore sur elle. » Debbie corrigea, « Il l'a fait congeler. »
Après la naissance, les associés de Michael contactèrent le Vatican pour demander au pape Jean-Paul II de baptiser Paris, mais la requête fut refusée, perçue comme un coup de publicité. Pendant cette période, des rumeurs de liaison entre Michael et Lisa Marie Presley refirent surface. Les deux furent vus ensemble à Londres, en Afrique du Sud et à Los Angeles, alimentant les spéculations d'une romance ravivée. Debbie nia se sentir menacée, je n'ai aucune raison de douter de sa fidélité. Mais elle ajouta, notre amitié compte plus que tout. Si le mariage nuit à cela, je suis prête à le mettre de côté. La grossesse de Paris fut difficile, rendant Debbie incapable d'avoir d'autres enfants. De plus en plus insatisfaite de son rôle de mère distante, elle demanda le divorce, accordé le 8 octobre 1999. Elle reçut environ 10 millions de dollars en règlement et céda la garde complète des enfants à Michael, citant l'intrusion médiatique comme principale cause de leur séparation. Dans un communiqué, ils déclarèrent « Nous restons amis et demandons au public de respecter notre vie privée ». La mort soudaine de Michael Jackson le 25 juin 2009, d'un arrêt cardiaque causé par une overdose de propofol administrée par son médecin, Conrad Murray, choqua le monde. Les fans pleurèrent, et l'attention se porta sur les proches de Michael, y compris Debbie Rowe. Peu après, TMZ publia un rapport explosif, alléguant que Debbie n'était pas la mère biologique de Prince et Paris, suggérant une conception par fécondation in vitro avec ovule de donneuse. L'avocate de Debbie, Martha Almley, démentit fermement, Madame Rowe est la mère biologique des deux enfants aînés. Ces spéculations sont fausses et blessantes. D'autres rumeurs pointèrent Arnold Klein, le dermatologue pour qui Debbie avait travaillé, comme possible père biologique. Un porte-parole de Klein refusa de commenter, invoquant la confidentialité des patients. Ces allégations, bien que non prouvées, alimentèrent un intense débat public, surtout après la mort de Michael. En 2013, la famille Jackson lança une action en justice contre AEG Live, promoteur de la tournée DC Sit, accusant l'entreprise d'avoir embauché Conrad Murray, condamné pour homicide involontaire. Debbie témoigna, révélant des détails sur la dépendance de Michael aux analgésiques, il était accro depuis des années, et ça empirait. Ces révélations pesèrent lourdement sur Paris, alors adolescente, qui tenta de se suicider pendant le procès. Debbie, en larmes, déclara « J'ai failli perdre ma fille. Elle a essayé de se tuer. Elle ne sent plus avoir de vie. » Debbie se rapprocha de Paris après cet incident, mais son lien avec Prince resta plus distant. Lors du procès, elle expliqua « On ne se déteste pas, mais je suis plus proche de ma fille. » Paris confia à Rolling Stone en 2017 « Quand j'étais petite, ma mère n'existait pas dans mon monde. Ce n'est qu'après la mort de mon père que je l'ai cherchée sur Internet. » Leur première rencontre eut lieu quand Paris avait 13 ans, marquant le début d'une relation plus adulte que maternelle. En 2014, inquiète pour Paris après sa tentative de suicide, Debbie envisagea de demander la garde, mais y renonça, convaincue que Catherine Jackson, la grand-mère de Paris, s'en occupait bien. Des emails fuités, publiés par des tabloïds, révélèrent une facette plus complexe. Dans un message à une amie, Debbie aurait écrit « Est-ce que je veux les enfants? Absolument pas. Est-ce que ça a l'air bien que je les demande? Absolument. » Ces mots, bien que controversés, reflétaient peut-être sa lutte intérieure entre son rôle de mère biologique et son désir de liberté. En 2014, Debbie Rowe surprit le public en annonçant ses fiançailles avec Mark Schaffel, un ancien vidéaste à Neverland Ranch et proche de Michael Jackson dans les années 1990. Schaffel, qui avait travaillé sur des projets vidéo pour Michael, y compris des documentaires promotionnels pour la tournée History, avait une histoire complexe. Connu dans l'industrie du film pour adultes sous le nom de Mark Frederick, il déclara ouvertement à Entertainment Tonight « Ce n'est pas un secret. Je ne cache rien de ma vie. » Debbie, quant à elle, affirma avec confiance « Michael aurait approuvé notre relation. Mark était l'un des rares à pouvoir me parler après notre séparation. » Cependant, des tensions passées entre Schaffel et Jackson, notamment des différends financiers liés à des projets non aboutis, avaient conduit à une rupture avant la mort de Michael en 2009. Ces conflits, rapportés dans des biographies comme Michael Jackson, The Magic, The Madness de J. Randy Taraborelli, ajoutaient une couche de complexité à l'annonce des fiançailles. Malgré cela, Debbie et Schaffel semblaient partager une connexion authentique, forgée par leur passé commun dans l'entourage de Jackson et leur volonté de tourner la page. En juillet 2016, Debbie révéla un diagnostic de cancer du sein,
une nouvelle qui marqua un tournant dans sa vie. Elle subit une opération pour retirer une tumeur maligne, suivie d'un traitement intensif de chimiothérapie. Paris Jackson, alors âgée de 18 ans, devint son rock émotionnel. Dans une interview émouvante à Entertainment Tonight, Debbie confia « Paris est incroyable. Elle a été là dès le premier appel, 30 secondes après avoir appris la nouvelle. Elle m'a dit « Ça va, maman ?» et j'ai répondu « Oui, j'ai ça sous contrôle. » Elle a insisté « Je sais que tu as ça, maman. » Paris partagea une photo poignante sur Instagram, l'embrassant sur sa tête chauve, un symbole puissant de leur lien retrouvé. Ce geste toucha des milliers de fans, qui inondèrent les réseaux sociaux de messages de soutien. Pour affronter la perte de ses cheveux due à la chimiothérapie, Debbie choisit de se raser la tête avant que les traitements ne prennent effet. Elle adopta une perruque blonde qu'elle surnomma affectueusement Ursula, en référence à la méchante du film La Petite Sirène. Elle expliqua « La chimiothérapie fait tout pour te faire perdre ta féminité. Mais quand j'enlève la perruque, je suis toujours moi, toujours une femme, et surtout, toujours un être humain. » Cette résilience face à la maladie reflétait son caractère de battante, un trait qu'elle avait démontré tout au long de sa vie, des scandales médiatiques des années 1990 à son rôle de mère éloignée. En janvier 2017, après des mois de traitement, Debbie termina sa chimiothérapie et entra en rémission. En 2018, elle fut aperçue à Palmdale, Californie, paraissant en meilleure santé, vêtue d'un jean et d'un t-shirt, discutant avec des amis dans un café local. En 2019, elle confirma dans une interview « Je vais bien pour l'instant. Je suis toujours en rémission et je prends chaque jour comme il vient. » Aujourd'hui, en 2025, à 66 ans, Debbie mène une vie paisible au Pinthead Desert Ranch, un ranch équestre niché dans le désert californien entre Palmdale et Lancaster, à environ 1 heure de la maison de Paris à Hollywood. Passionnée d'équitation depuis son enfance, elle gère ses chevaux avec soin, trouvant du réconfort dans cette vie rurale loin de l'agitation de Los Angeles. Le ranch, avec ses vastes étendues et ses écuries modernes, est devenu son sanctuaire, où elle élève des pur-sangs et organise occasionnellement des événements communautaires pour les amateurs d'équitation. Debbie reste proche de Paris, qui la visite régulièrement. Paris va très bien et se concentre sur sa musique avec son groupe The Sunflower, déclara Debbie en 2019 après avoir assisté à un concert intime au The Mint à Los Angeles, où elle fut vue discutant avec des artistes comme Chris Brown. Elle ajouta « Gabriel Glenn, l'ancien petit ami de Paris, est un garçon adorable. Ils forment un duo talentueux. » Bien que Paris et Gabriel se soient séparés depuis, Debbie continue de soutenir la carrière solo de sa fille, assistant à ses performances lorsqu'elle le peut. En avril 2025, Debbie fut photographiée à Palmdale, encaissant un chèque dans une banque locale avant de monter dans son Range Rover customisé, évalué à $200 000, un signe de sa stabilité financière. Malgré sa discrétion, son parcours témoigne d'une résilience remarquable. Comme elle l'a dit pendant sa lutte contre le cancer, « Je suis une battante, et je l'ai toujours été. » L'histoire de Debbie Rowe et Michael Jackson est un puzzle complexe, tissé d'amitié, de sacrifices, de controverses et d'une résilience indéniable. Leur relation était-elle une simple transaction, comme le suggèrent les arrangements financiers révélés par les documents judiciaires? Peut-être en partie, mais les témoignages de Debbie, notamment dans ses rares interviews, laissent entrevoir une amitié sincère et un désir partagé de réaliser le rêve le plus cher de Michael, devenir père. En offrant à Michael ses 2 enfants, Prince et Paris, Debbie a joué un rôle central dans son histoire personnelle, tout en acceptant de rester en coulisses, un choix qui reflète à la fois son dévouement et son besoin d'indépendance. Ce sacrifice, souvent mal compris par le public et les médias, a marqué sa vie, la plaçant sous un microscope impitoyable qui a scruté chaque aspect de son lien avec le roi de la pop. Aujourd'hui, Prince et Paris, devenus adultes, portent l'héritage complexe de leur père. Prince, discret mais engagé dans des projets philanthropiques, et Paris, artiste émergente avec une carrière musicale et un style unique, incarne des facettes différentes de l'esprit créatif et sensible de Michael. Debbie, bien qu'éloignée de Prince, a forgé une relation profonde avec Paris, marquée par des moments de vulnérabilité partagée, comme lors de sa lutte contre le cancer. Cette connexion, bien que non conventionnelle, montre que Debbie, malgré les critiques et les rumeurs, reste une figure maternelle présente à sa manière, soutenant sa fille dans ses aspirations artistiques tout en respectant son autonomie. Son choix de vivre loin des projecteurs, au Pinthead Desert Ranch, témoigne de sa quête de paix après des décennies de tumulte médiatique. Que pensez-vous du parcours de Debbie Rowe et de sa relation avec Paris et Prince? Était-ce de l'amour, un arrangement pragmatique ou un mélange des deux?
façonné par les circonstances extraordinaires de la vie de Michael Jackson? Sa résilience face aux épreuves des scandales des années 1990 à son combat contre le cancer en fait une figure fascinante, souvent mal jugée mais indéniablement forte. Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires exclusives sur les icônes de la pop. À bientôt!